Bonsoir tout le monde, merci de nous rejoindre sur Rayance TV. Très heureux de vous retrouver ce soir pour cette conférence sur un question-réponse sur les galactiques en compagnie de Yoshua. Bonsoir Yoshua, merci de nous rejoindre. Bonsoir à tous, merci beaucoup de m'avoir accueilli dans Rayance TV pour ce programme-là. C'est ça, alors du coup Yoshua avait un peu de mal parce que comme il était en fait dans son vaisseau spatial, il s'est rendu compte à un moment donné qu'il n'avait plus de gel. Donc du coup, le temps qu'il prenne son vaisseau, qu'il en acheter, qu'il en remette, qu'il remonte dans sa stratosphère, voilà, c'est pour ça qu'on a mis un petit peu de temps. Mais nous voilà, comme on dit, il vaut mieux tard que jamais. Alors, comme prévu, on va faire donc un question-réponse. Alors là, ce n'est pas un question-réponse personnel, hein, ce sera un question-réponse sur les galactiques, car j'imagine que vous posez plein de questions. Beaucoup d'entre vous, vous considérez comme des Walking, comme des Starseed, comme ayant vécu également pour certains d'entre vous et aussi sur d'autres planètes. Pour même certains, je pense que même dans votre propre vie, vous vous considérez même comme des extraterrestres. Voilà. Certains d'entre vous vous dites qu'est-ce que je fous sur cette terre? Pourquoi on m'a amené ici? Voilà. Peut-être vous avez certainement dû vivre également pour beaucoup d'entre vous des abductions, très certainement. Pour d'autres, vous voyez régulièrement peut-être des ovnis. Ou encore peut-être vous avez peut-être reconnecté à votre famille galactique. J'imagine que c'est le cas aussi pour beaucoup. Donc peut-être Yoshua, qui a quand même une très grande connaissance dans le domaine, va essayer de répondre en tous les cas le plus possible à vos questions ce soir. Alors avant de commencer, on va dire bonsoir à tout le monde. Donc bonsoir, ce soir le premier qui s'y est connecté, c'est un des plus grands extraterrestres connus sur Terre. Il s'agit donc de Nougatman. Bonsoir Laurence, bonsoir Dominique, bonsoir Julien, bonsoir également, nous avons qui Laurence, Sébastien, Claude, Sinat, bonsoir également Vincent, Chantal, Aline, Marie-Christine, Isoline, Étienne, Maria. Merci également à toutes les personnes qui nous regardent et toutes les personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Alors on va commencer avec Isoline qui a une première question qui demande comment peut-on communiquer avec eux? Ça, c'est une grande question que beaucoup de personnes désirent connaître. Quel est le meilleur moyen, si on sent justement qu'on a justement un lien étroit avec eux, quel est le meilleur moyen pour communiquer, pour établir, on va dire, un contact, que ce soit télépathique, etc., avec les galactiques? Tout d'abord, il faudrait bien mesurer l'intention pour laquelle on veut entrer en contact avec ces êtres-là. Parce que, si vous voulez, ces êtres-là, pour entrer en contact avec eux, il faudra avoir une raison valable. Et la raison valable pour eux, c'est la mission. C'est vraiment la prise de conscience missionnaire sous le concept, sous une certaine force de concept d'essence propre à votre expertise d'essence. En d'autres termes, ils sont plus ouverts aux consciences qui leur ressemblent vibratoirement. Pas pour les consciences qui ont juste une petite curiosité pour se dire oui, comment c'est dans votre planète. Là, ça ne sera pas les êtres de Sirius ou les travailleurs de Sirius qui viendront directement intervenir sur le système d'intervention plan rapproché. Merci Yoshua. Alors, Nougadman nous demande, est-ce que le fait qu'il y ait des galactiques remet en cause le fait qu'il y ait des religions et une certaine vision de la création, par exemple? Oui, c'est bien une très belle réflexion. Sur Terre, la religion, ça a commencé, si vous voulez, avec la mysticité de la Lémurie. Les êtres célestes qui sont venus sur la Terre noyau, justement à l'époque de la Lémurie de Atlantis, vivaient une mysticité religieuse, spirituelle, et ils cultivaient ainsi leur conscience sur la Terre. Et par rapport à ça, ils mettaient en œuvre justement leurs informations, leurs énergies pures qui sont inexpérimentées au concept expérimenté. Et c'est ainsi justement que ça a commencé avec la première civilisation de Mu, de la Lémurie. C'est très important car elle précède même Atlantis. C'est tout d'abord grâce à ces
consciences qui ont pu mettre en œuvre leurs informations, leurs énergies d'essence, qu'ils ont cultivé leur conscience afin de créer des plans d'activation stratégiques sur la Terre noyau, que ce soit à Jérusalem, que ce soit à Gizka. C'était un plateau énergétique de sens technologique très important. Gizeh, la vallée de Gizeh. C'est là où ça a commencé justement, on appelle ça justement le Carénat de l'Égypte antique, où les premières consciences galactiques ont ouvert les yeux sur Terre après la dégénérescence d'Atlantis. En d'autres termes, oui, tous les cultes religieux, que ce soit spirituel, que ce soit des médiums, des channelings, que ce soit des consciences qui rédigent des livres, qu'importe, ils sont basés sous un certain programme à mettre en œuvre pour élever la vibration, le niveau de prise de conscience collective de l'humanité. Ouais. Ça a été un petit peu long. Non, mais alors du coup, on pourrait donc se dire, est-ce que tu es d'accord pour dire que des personnes comme Jésus, des personnes comme Bouddha, des personnes comme Mahomet, des personnes comme, enfin, je vais prendre tous les grands prophètes, si je puis dire, des différentes religions, est-ce que tu penses que ce sont des, alors, attention, hein, c'est une idée, que c'était des galactiques qui se sont incarnés sur Terre pour délivrer un message à l'époque, bien entendu à l'époque, on n'avait pas du tout, où les gens du moins n'avaient pas la même compréhension de ce qu'est aujourd'hui la spiritualité. Est-ce que tu penses que c'était des galactiques? Bien sûr, c'était des galactiques, mais c'était encore différent, leur programme et leur origine de conscience. Ils étaient beaucoup plus proches de la source, si vous voulez, qui délivre les instructions suprêmes pour les mettre en œuvre sur la Terre noyau. En d'autres termes, ils étaient reliés à un mécanisme très important. Les trois que vous avez cités. Ils ont vraiment joué un rôle majeur sur le cycle religieux et spirituel de la Terre noyau. Et c'est justement avec ces consciences-là que les moissons intermédiaires ont été effectuées. Une moisson intermédiaire, c'est quand des êtres galactiques viennent sur la Terre noyau d'une façon assez ouverte, c'est-à-dire ouvert, dévoilée, leur conscience dévoilée. Ils se souviennent un petit peu des bribes galactiques, ils se souviennent un petit peu des informations, etc. Ils ont un programme d'éducation, de supervision, d'inspection céleste à mettre en œuvre sur la Terre noyau auprès du collectif humain. Et c'est ça qu'on appelle les périodes des moissons intermédiaires. Tout cela sont faits pour préparer l'humanité à la période de la moisson principale dans laquelle on se situe actuellement. Ils ont joué tous un rôle de prévention. Un truc qui me perturbe sur ma caméra, c'est que avec les cheveux de la nordique qui est derrière moi, là, j'ai l'impression d'avoir les cheveux roux. Ça me fait bizarre. Ça y est, je suis en train de me transformer en galactique. Justement, par rapport justement à tout cela et par rapport, c'est très intéressant ce que tu dis. Par rapport justement aux galactiques, attends, il y avait une question qui me venait. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a des... Alors, ça peut paraître, là, je parle vraiment en pleine science-fiction, mais j'ai envie de me dire pas que, puisque c'est de plus en plus, vous savez que les films de science-fiction sont souvent assez représentatifs d'une certaine réalité. Si je prends des films comme Star Trek, des films comme Star Wars, des films même comme peut-être Matrix, finalement, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin d'une certaine réalité. Donc ma question, c'est est-ce que tu penses qu'il y a des starseeds qui sont connectés sur Terre, mais qui sont un petit peu comme dans une espèce, sur leur planète d'origine, qui sont un peu comme dans une espèce de cuve, comme on peut voir dans Avatar ou comme dans Matrix. Si tu veux, ils sont connectés grâce à un espèce de système, ce qui fait que leur âme actuellement est connectée actuellement sur Terre, dans un corps terrestre, mais qu'au moment de la mort, au lieu de rejoindre l'au-delà, ils vont réintégrer leur corps galactique. Comme justement, c'est une très bonne question, mais elle est très sensible. Elle est très sensible. Il faut prendre vraiment en compte plusieurs paramètres, notamment le programme de la conscience qui est venu sur Terre. Par exemple, il y a vraiment des programmes où on pourrait se dire non, mais c'est impossible que ce soit comme ça, et pourtant oui. Ou bien
il ne faut jamais se fier aux apparences, en fait. C'est pourquoi chaque programme est conçu spécialement pour chacun. Et c'est uniquement les essences galactiques qui ont droit de, pas de jugement, mais de remise en compte au nom des essences divines. Et les essences divines, c'est pour la période de la mention principale, évidemment. Merci. Mais, Alors, oui, pardon. c'est quand même très critique comme question. Ah oui, non, fini, si tu voulais finir, pardon, excuse-moi. Après, oui, il y a des êtres qui font cette forme humaine, biologique. Lorsqu'ils dorment, enfin, lorsqu'ils s'allongent la nuit, avec certains travaux spécifiques, ils peuvent rejoindre sous leur forme énergétique un symposium, ou bien dans un vaisseau spatial, ou bien une base technologique, une planète énergétique, une autre dimension galactique. Ça peut arriver, oui. Pourquoi? Parce que les codes qui sont propres à cette faculté s'activent. Et on appelle justement ces codes les codes temporisés bêta. Bêta, c'est-à-dire du feu vibratoire, galactique, c'est-à-dire doré et calme. D'accord, merci. Alors, Marie demande quelle différence entre galactique et céleste? Ben, c'est une très bonne question. Parce que toutes les vies sont des dimensions de vie galactique. Toutes les dimensions de vie sont des dimensions galactiques. Mais céleste, pourquoi je l'utilise? Pour les termes spirituels, pour les personnes qui m'écoutent, qui sont beaucoup plus approchées à la spiritualité. Ça donne un aspect beaucoup plus fluide, plus léger. Quand on dit galactique, c'est très technologique. Mais sinon, on peut dire, pour les rassembler les deux, les vies d'origine fondamentale, les dimensions de vie d'origine fondamentaux. On peut dire ça. Esprit Orginia Zenia. Ça, c'est en allemand. Merci. Alors, Isoline demande, est-ce que toi, tu as déjà eu des expériences marquantes avec des galactiques? C'est une très bonne question. Bien sûr, j'en ai eu beaucoup. Dieu merci, ça m'a vraiment beaucoup aidé dans ma vie aussi personnelle. Parce que lorsqu'on se sent seul dans un, comment dire ça, quand on ouvre les yeux pendant que tout le monde se promène borne, c'est difficile. Il faut vraiment avoir le cœur solide pour appréhender les autres perceptions, comprendre, accepter, avoir beaucoup de tolérance, etc. Pourquoi? Parce que la sagesse, c'est aussi un petit peu la voie d'une certaine solitude. Mais il faut vraiment bien peser le pour et les contre. Parce que si on veut servir le ciel, si on est prêt à accueillir nos frères et sœurs galactiques sans la moindre vibration de peur, de crainte, de doute, là, le programme modification, transformation humanoïde s'active. Il l'active directement. Est-ce que j'ai vécu? Oui, j'en ai vécu pas mal et j'ai vraiment vécu des. Par exemple, j'étais en train de penser il y a très longtemps. C'était même pas la période, ça venait à peine. Je commençais le concept technologique, enfin l'initiation technologique, ça faisait même pas 1 an et j'étais vraiment très très mobilisé là-dessus. Et je marchais la nuit. Après tout d'un coup, il y a un disque qui fait directement. Et puis moi, la première chose que je pense, c'est peut-être c'est une météorite qui m'a évité de justesse. Mais quand il est apparu devant moi et que, enfin sur le sol devant moi pendant environ 3 à 5 secondes, je me suis même dit, vas-y, je vais prendre mon téléphone, le filmer, mais je n'ai pas fait. Mais je me suis dit, c'était vraiment le moyen pour y aller avec eux à ce moment-là. Mais je n'ai pas choisi. Est-ce que parfois ça m'arrive de regretter? Parce que je me suis dit, il ne faut pas que je fasse vivre ça à ma famille. Parce que c'était justement des membres d'Agartha qui étaient venus pour récupérer un essaim galactique comme moi. Mais je n'ai pas accepté. Je me suis dit, je vais me battre ici. Je suis resté là. Pour vous servir. Tous ensemble, toujours. Tous ensemble. Ben, moi, il m'est arrivé une expérience assez incroyable. Il y a 15 jours, j'étais chez ma mère.
Et j'étais sur la terrasse, donc c'est vrai que chez elle, c'est fabuleux parce que la nuit, les étoiles, tu les vois vraiment à perte de vue. Et moi, Ouais. j'adore observer le ciel. Et à un moment donné, je regardais dans une direction, d'ailleurs, je regardais des étoiles dans une direction quand tout d'un coup, je tourne la tête. Et là, à basse altitude, c'était, je sais pas moi, ça devait être à. Bon, dans la nuit, c'est assez difficile d'estimer une hauteur, mais je pense que ça ne devait pas dépasser les 300, 400 mètres de hauteur, si tu veux. Et d'un coup, devant moi, je vois une boule blanche, mais dans le ciel, hein, hyper lumineuse. Et je me dis, putain, dans ma tête, ça m'a attiré. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Et d'un coup, si tu veux, la boule blanche a commencé à émaner une lumière, un espèce de phare, comme un phare au départ. Puis, c'est un avion, mais je voyais bien que ce n'était pas un avion. Une lumière blanche, et tu sais, qui a commencé à grossir, et d'un coup, ça fait l'effet inverse. Et ça a disparu. Putain, la vache, j'étais sur le truc, je fais, putain, waouh! Wow, tu vois, ça fait une grande lumière blanche, vraiment, ça m'a éclairé. Et après, la lumière a complètement diminué jusqu'à ce que ça devienne un tout petit point, puis hop, ça disparaît. Et j'ai trouvé Ouais, ça, franchement. c'est exactement la même chose. C'est-à-dire, moi, quand j'étais dehors dans la rue et que le disque qui m'est apparu devant moi, c'était à 3 mètres, hein. Il était sur le Ah sol, hein. ouais. C'était limite une balle de foot, je pouvais taper dessus. Non, c'était vraiment pour vous dire, c'était très proche. Mais à ce moment-là, moi, je m'attendais qu'il fasse soit il vole vers le haut, vers la droite ou vers la gauche. Il a fait comme ça. Enfin, il s'est implosé, on appelle ça. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis après, ben, là maintenant, j'ai décidé de. Enfin, comment dire? Oui, j'ai décidé de rester sur Terre. Ah, Et bah, après, puis, c'est pas dit qu'un jour tu revives pas d'autres expériences, hein. Moi, c'était pas la première fois que je. j'en ai vécu encore beaucoup. Ça, c'était rien du tout encore. J'en ai vécu vraiment beaucoup. C'est pour ça que je parle pas beaucoup de ce genre de choses. Pourquoi? Parce que chacun a un programme spécifique. Et les vécus doivent être aussi spécifiques à chacun. Si moi je dis quelque chose, et puis après, ça crée comment dire ça, de l'envie, ou bien une espèce comment on appelle ça, quelque chose de négatif à mon prochain, alors du coup, j'ai rien. Enfin, le dire, ça sert à rien. C'est pourquoi justement, il faut que chacun le vive, chacun l'expérimente. Moi, j'ai pu expérimenter beaucoup de choses, d'impressions comme ça il y a maintenant 12 ans, encore aujourd'hui, hein. Et puis, évidemment, ils sont là pour exercer selon l'exigence d'un programme, si vous voulez. Et ce programme, c'est le programme de la période de la mention principale. Optatarumex Periotka Geoglenia, on appelle ça. Et depuis des millénaires, ils ont veillé à élever la réalité de la Terre noyau, du concept d'individualisme au concept de collectivité. C'est-à-dire que les gens prennent conscience qu'en fait, nous sommes tous un, nous sommes vraiment tous issus d'une seule source et que nous sommes tous complémentaires. Parce que là-haut, dans les planètes énergétiques, il n'y a personne qui va dire, moi, enfin, en vivant l'illusion d'être séparé. Parce que dans la dimension galactique, là-bas, tout est tout est complet, en fait, se complète. Les consciences, par exemple, si vous voulez, sur Terre, tout le monde a peur de la hiérarchie. Mais dans les planètes énergétiques d'Andromède ou de Sapé-3, une hiérarchie, c'est tout à fait naturel. Et même, je vais aller plus loin. Il y a le système de royauté encore là-bas. Il y a des rois, des reines, des vizirs, etc. Mais ils n'agissent pas par leur ego. Ils agissent par leur moniasque feria, c'est-à-dire leur concept de la dimension de conscience. Quel est ce moniasque feria? Le Upayuna Ukimania moniasque feria, c'est-à-dire c'est-à-dire le concept de la dimension de conscience serviteur véridique. Et c'est ainsi que dans les planètes énergétiques, les colonies se forment par hiérarchie, mais il n'y a pas de notion de moi je suis supérieur à toi. Ça n'existe pas. C'est sur Terre que ça existe. Et là-haut, pourquoi ils mettent beaucoup l'accent sur vous êtes un, vous êtes chacun forme l'unité, vous faites partie d'un grand tout. Pourquoi? Pour rappeler ou activer ces codes d'unification, d'unité. C'est ça qui est important.
Pourquoi? Parce qu'on émane tous une énergie des fréquences. Un seul instrument ne peut pas créer l'effet d'un orchestre. Alors chacun, euh, si selon le libre arbitre Antara, souhaite participer à l'orchestre, par exemple à la partition que moi je joue, bienvenue. C'est aussi simple que ça. L'union fait la force, véritablement. Et puis, ouais. Merci, bah, c'est une très belle explication en tous les cas. Alors, Eric nous demande, pensez-vous que les galactiques seront visibles avant 2030 pour certaines personnes? Selon le concept de la sagesse d'Aksaramatu, depuis le 21 décembre 2012, minuit 5, Aksaramatu n'utilisait plus les références du temps terrestre. Il utilisait bêta 1, bêta 2, bêta 3, selon justement les périodes dans lesquelles la Terre noyau avançait. Du temps hélicoïdaux, doré et canne, du feu vibratoire doré et canne commun. C'est-à-dire, le 21 décembre 2012, il n'y a pas seulement une ligne de temps, mais deux lignes de temps auxquelles la Terre noyau est entrée en réaction. Et là, justement, on avance dans ces tunnels-là. Et on le voit de plus en plus que même le Soleil aussi agit selon le programme de modification, de transformation de la Terre noyau. Oui. Bah, on parle beaucoup en ce moment de vagues de volontaires, c'est-à-dire qu'on dit que beaucoup de personnes qui se sont incarnées actuellement sur cette terre, c'était des personnes qui étaient capables, vu les choses extrêmement lourdes qu'on peut vivre à différents niveaux, qui étaient capables justement de venir sur terre pour pouvoir transcender, pour pouvoir dépasser tout cela. Alors, ma question, et je vais prendre celle de Maria, ça la rejoint. Donc, elle demande, est-ce que nous, on est des galactiques incarnés sur Terre? Est-ce que là, tu penses qu'actuellement, les personnes incarnées sur Terre, justement, dans cette transition de passage de la 3D à la 5e dimension, est-ce que tu penses que pour une grande partie terrestre, on est beaucoup de starseeds qui sommes là, justement, pour favoriser, aider cette évolution à la 5e dimension? Bien sûr, dans tous les domaines, que ce soit artistique, scientifique, religieux, spirituel, philosophique, toutes les consciences qui appellent à l'unité, à la collectivité, à la complémentarité dans leurs œuvres pour unifier le collectif humain, bien sûr, ils travaillent pour l'humanité universelle qui est souhaitée mettre en œuvre sur la Terre noyau. Et pour revenir à votre question, est-ce que nous sommes des galactiques? Oui, nous sommes des êtres galactiques, mais ayant été voilés, mais volontairement. C'est-à-dire, lorsque une conscience missionnaire se trouve devant le conseil de l'étoile polaire galactique d'une quelconque galaxie, je ne vais pas seulement dire Andromède, d'une quelconque galaxie, et qui dit, moi, avec mon libre arbitre, je veux que l'on me que l'on me ferme mon niveau de prise de conscience, qu'on me l'obscurcit et qu'on me tient sous la dynamique du plan de codage de conscience et qu'on me chiffre, qu'on me code et qu'on m'envoie sur la Terre noyau. Ça, je l'accepte avec mon libre arbitre. Dès que vous dites ça, ben, vous venez sur la Terre noyau en étant codé. Et justement, c'est là que c'est très sensible. Parce que sur la Terre noyau, il n'y a pas seulement des codes positifs qui s'activent dans le cerveau. Il y a aussi des codes négatifs. Et ça active justement les programmes négatifs ou positifs de l'ADN, des zones spatiales génétiques, si vous voulez. Et ça crée ensuite des impressions. Et pour là-haut, c'est considéré comme si vous voulez, une création. La création du bioordinateur. Les codes qu'on active sont considérés ainsi. Mais ils préfèrent surtout que l'on active, surtout cette période-là, les codes au minimum universels, celle qui rejoint justement la réalité de l'humanité unifiée. C'est ça qui est important. Au minimum, ils veulent ça. Mais comment vous allez le savoir? Bien sûr, en le vivant. Il y a beaucoup d'aspects où l'on doit vivre des impressions célestes aussi. Pourquoi? Parce que on a ces codes-là
pour qu'elle soit activée sur la Terre noyau. Et pour ça, il y a eu plein de guides, il y a eu plein de courants spirituels, il y a eu plein de courants religieux même. Tout ça uniquement pour l'activation des codes bêta au minimum. Pour ensuite justement activer les autres codes au fur et à mesure, mais selon le caractère et la nature de votre conscience. Ouais. Quand je vois que tu as chaud, ça me rassure. Je me dis que je ne suis pas le seul. Parce que j'aimerais arrêter de dire que c'est chaud, tout le monde ici, mais non, il fait chaud, je suis d'accord, parce que je dis oui. Ah ouais, non, ça va. Alors, Freddy te demande, d'où viens-tu, Yoshua? Es-tu un walking? Toi, tu te considères comme quoi? Moi, ma foi, je me considère pas comme quelque chose, comment dire ça? On peut dire plutôt, je me considère comme une conscience missionnaire. J'ai le concept, je me suis forgé un concept d'essence pendant 10 ans, enfin, pendant plus de 12 ans. Je continue encore à faire des publications, je continue encore à faire des travaux avec mon équipe, ma famille sacrée, j'appelle, en fédération. Et puis, on avance petit à petit, je veux dire. Et puis, ce qui est important là-dedans, c'est qu'on est tous, on sait pourquoi on œuvre. Et pour ça, il faut avoir le concept. Si l'on ressemble conceptuellement à notre semblable galactique, il s'approche, mais vibratoirement. C'est-à-dire, si on les ressemble vibratoirement et conceptuellement, il s'approche. Qui s'approche? Notre essence galactique. Mais si on commence à tomber dans l'ivresse mécanique, qu'on n'est pas censé vivre des choses et qu'on les vit quand même selon le plan akashique, alors là, c'est encore autre chose. Qui suis-je? Je suis seulement un reflet ou bien une projection de l'infini limité Aksoyara, comme nous tous. J'ai pas un grand, enfin, comment dire ça? C'est pas le statut qui compte, c'est la mission, c'est le devoir, la prise de conscience de devoir. C'est ça qui est important. Et c'est ça qui caractérise, de toute façon, le rang, on va dire. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Peu importe, entre guillemets, comme on le voit même pendant la guerre, c'est pas le général qui va faire le plus d'exploits forcément sur le champ de bataille. Bien Voilà, je sûr. suis d'accord avec toi. Valérie demande, quand on se sent vraiment relié à Sirius, cela veut-il dire que l'on a une mission? Et si oui, laquelle? C'est une très bonne question. Bien sûr que vous avez une mission, parce que sinon, Sirius, vous n'aurez pas ressenti la liaison avec Sirius. Sirius agit beaucoup furtivement d'habitude, mais dès que vous avez, dans votre propre cheminement, activé certains codes de curiosité qui correspondent justement à la vibration de Sirius, là, automatiquement, ils vont vous donner des missions par message, si vous voulez, par channeling, ou bien par des voyages astrales, ou bien dans les rêves, enfin, à travers les rêves, etc. Pourquoi? Ben, pour que vous puissiez œuvrer aussi. Parce que vous, sur la Terre noyau, vous êtes ici en tant que les bras, les yeux, les jambes de Sirius. Et c'est justement à vous de trouver, en fait, c'est quoi votre mission. Surtout la mission qui est importante de nos jours, c'est la propagation. Par exemple, moi, je propage des concepts technologiques. Pourquoi? Pour élever aussi, pour servir, pour ajouter un petit peu une autre saveur, si vous voulez, pour que l'humanité puisse aussi goûter, que tout le monde puisse grandir ensemble, en fait. C'est ça ce que je souhaite. Sinon, que chacun renoue son contact céleste et qu'il puisse avoir la maturité, le Makrum Uvetei Ezerion Kuma. C'est ça qui est important. Sa fréquence d'être et stabilité, si vous voulez, de la maturité macrocosmique, galactique, bien céleste, on peut dire. Appeler Je, déjà ça plusieurs noms. je suis sûr qu'au lycée, tu étais hyper fort en latin, parce que c'est pas Non, mal. j'ai pas fait de latin. Je suis passé par là, non? Voilà. J'ai fait un peu d'anglais, puis voilà. Nogalman te demande, il dit, sur Terre, on est à peu près 7 milliards. Est-ce qu'il y a des planètes où il y a encore plus d'habitants? Bien sûr, dans les milieux galactiques.
Ah oui, il y en a un nombre incalculable, hein, je veux dire. Pourquoi? Parce que la vie se propage et les programmes de la propagation de la dimension oméga qui favorise la vie et le vivant se propagent aussi dans toutes les zones spatiales galactiques pour germer la vie. C'est pas juste. Mais ici, sur la Terre noyau, on joue un rôle très important. Ça peut créer une telle répercussion sur même le programme de l'existence active. C'est pourquoi les forces obscures se trouvent juste à côté de chez nous. Ça, je pourrais. Voilà. On en parlera aussi tout à l'heure. Euh, Simon demande bonsoir, disent-ils des humains plus évolués vivant sur d'autres planètes, mais humains comme nous? Oui, oui. Mais dans notre zone galactique de la Voie lactée, oui. Il y a des humains, justement, ça peut vous paraître bizarre, mais il y a même des humains comme l'IA qui vivent dans les planètes. Enfin, ils ont une apparence humaine. Ou bien, comme dans le film Star Wars, il y en a. Oui. C'est pas pour rien qu'en fait, toutes ces œuvres-là sur Terre ont été ramenées euh, en existence. Si vous voulez, il y a eu une volonté, par exemple, les grandes œuvres qui ont marqué les esprits de l'humanité, de la collectivité humaine, c'est pas pour rien. Par exemple, le film Matrix, c'est pas pour rien. Enfin, je vais pas citer les noms, mais vous savez, par exemple, le film Avatar aussi, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'il y a même des disques qui viennent sous le système d'intervention plan rapproché, ils ensemencent des programmes et ensuite ça s'active soit à l'instant T, soit selon justement une certaine temporisation. Et puis après, l'œuvre se crée, en quelque sorte. En d'autres termes, il n'y a pas seulement une évolution naturelle sur la Terre. Il y a aussi une évolution intervenue, il y a une intervention. Pourquoi? Parce que on s'approche de la moisson principale. Oui. Merci. Alors, Félicie demande bonsoir, existe-t-il un nombre infini de civilisations dans l'univers et une infinité d'univers inimaginables pour nous? Parce que c'est vrai que quand on entend parler des personnes qui sont en contact voilà, avec différentes galactiques, si on prend à peu près tout ce qu'on a pu lire, on va se retrouver avec, on va dire, à peu près maximum entre 50 et 80 races différentes. Mais est-ce qu'il existe des milliards de races différentes, tu vois? Parce que finalement, on s'aperçoit que l'univers est immense, un truc de malade, qui n'a pas de début, qui n'a pas de fin. Donc, quasiment, certains scientifiques vont dire oui, mais bon, voilà, ils sont même pas capables d'inventer. Ouais, ils me font rire les scientifiques parce qu'ils sont incapables d'inventer des trucs simples sur Terre, mais ils viennent t'expliquer comment ça marche à 600 milliards de kilomètres de la Terre. Ça, c'est balèze. Mais j'aimerais comprendre, est-ce qu'il existe voilà, plusieurs races différentes? Bien sûr, il y a même des races, disons, si vous les rencontrez, vous pensez que ce sont négatifs, enfin, c'est des êtres négatifs, mais en fait, non. Ça peut être des travailleurs de Sirius. Et ça peut, enfin, faut pas tomber sous l'apparence. En fait, non, c'est pourquoi, selon le concept de la sagesse d'Axor-Amatou, on prend en compte l'impression de conscience, le potentiel de conscience, si vous voulez, qui se meut à travers les formes, les apparences. Et quel est l'instrument qui est utilisé ou l'objet, enfin, le moyen qui est utilisé? Ce sont les chakras. Il faut lire les cristaux des chakras pour comprendre l'origine et le caractère de la conscience en question. Et ça, c'est quelque chose qui est basé uniquement en Monia Spheria. On ne peut pas le savoir avec l'intelligence. C'est pas possible. Mais oui, il y a une infinité de peuples. On ne peut pas imaginer. Déjà, on vit vraiment dans un noyau très, euh, très infime, pourtant très fragile. Si vous voulez, la dimension oméga tremble sur cette terre. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le commencement où l'existence active a fait justement le mouvement, on appelle ça le premier mouvement de base homme, avec son cœur, en fait.
avec la force de Haxoira. Bref. Et puis, ça a germé. C'est là que la plus basse fréquence et la plus dense, qui est la lumière, a vu le jour ici. C'est ce noyau-là qui joue un rôle majeur sur la direction des autres terres noyées aussi. Je n'en veux pas dire beaucoup plus. Mais il y a beaucoup de terres noyées. Si vous voulez, les galaxies sont tous polarisées entre elles sous forme de grappins, en fait. Et elles sont tous reliées à des conseils, des comités. Il n'y a pas une seule chose qui est laissée aléatoirement dans la dimension galactique. Merci. Alors, Ezra dit donc tous les programmes filmographiques de ce genre, Matrix, Avatar, etc., seraient des clés d'activation pour nous. Ça peut être positif, votre activation, selon l'intention avec laquelle vous regardez, ou bien aussi négatif. Mais en tout cas, ce sont des œuvres qui sont mises en œuvre grâce à la loi de l'Alliance Sirius-Orion. Sirius, il dit, moi, je vais mettre en œuvre un film. Orion, il dit, mais si toi, tu mets une œuvre, pourquoi moi, je ne pourrais pas? Et du coup, c'est toujours comme ça, en fait. Et depuis la dégénérescence d'Atlantide, il est le politique le plus manipulateur de l'existence, Lucifer. Tu parles souvent justement des planètes Sirius, enfin des systèmes Sirius-Orion, mais il existe tout un tas d'autres systèmes qui abritent énormément de vie, j'imagine. Il n'y a pas que le Bien système sûr. Sirius et le système Orion. Si on prend par exemple dans la Confédération galactique, on s'aperçoit qu'il y a toute une panoplie de races extraterrestres qui viennent des quatre coins de la galaxie. Et d'ailleurs, c'est très rigolo parce que ça rappelle beaucoup cette fédération galactique. D'ailleurs, on appelle ça oui, la fédération galactique ou l'alliance galactique, et ça fait beaucoup penser finalement à Star Wars, justement à l'alliance contre finalement l'empire draconien. C'est pour ça que dernièrement, je vous ai fait un sondage sur YouTube où justement je vous demandais quels étaient les films de science-fiction qui spirituellement vous parlaient plus, parce que je trouve que dans Star Wars, on retrouve énormément de choses qui sont dites dans des livres comme Elena Danaan, comme David Rousseau, comme plein de personnes qui sont justement, pour la plupart, en contact, souvent permanent avec les galactiques, et ils parlent énormément justement de l'Empire, de tout cela. Et je trouve que c'est très étrange que George Lucas ait écrit ça dans les années 70, à une époque où personne ne parlait de ça, et où il a vraiment mis sur le papier quelque chose où aujourd'hui tout le monde en parle. D'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu as comme information justement sur Star Wars? Toi, de ce que tu sais, est-ce que tu penses qu'il y a quand même un... Parce que par exemple, si on prend la flotte noire, pour d'ailleurs David Rousseau qui a été sur la Lune, explique bien que les vaisseaux que vous trouvez, les vaisseaux galactiques de la flotte noire ressemblent quasiment à l'identique à ceux des vaisseaux de l'Empire dans Star Wars, des gros destroyers, sauf qu'ils sont plus noirs, il expliquait. Mais voilà, est-ce que les galactiques, par exemple l'Alliance, est-ce qu'elles ont par exemple des flottes de vaisseaux avec des chasseurs, avec armées, des soldats quelque part aussi d'une certaine mesure prêts pour une éventuelle guerre? Qu'est-ce que tu as comme information là-dessus? Je pas envie de décevoir, mais j'ai pas trop regardé les Star Wars. Seulement, ce que je peux dire, c'est que, évidemment, par exemple, moi, le film qui m'avait touché le plus, c'était le cinquième élément. Et là-bas, les guerriers, tout ça. Ça m'avait vraiment. J'étais très jeune à cette époque-là. Je l'ai quand même regardé plusieurs fois. Et puis, après, justement, avec le temps, on s'aperçoit que oui, il y a bah, l'Empire galactique, enfin l'Empire d'Orion, c'est un empire. C'est plus une petite, comment dire ça? C'est plus une petite base. C'est vraiment un empire qui se trouve à la nébuleuse d'Orion, sous le commandement de Satan, Belzébuth, enfin Lucifer. Évidemment, il utilise des technologies, il les conçoit où l'imagination s'arrête en fait. Il les conçoit d'une telle sorte que vous ne pouvez pas imaginer, c'est horrible, c'est très horrible. Et il en profite parce que son point fort, c'est qu'on est dans la galaxie La Voie lactée.
Et c'est là justement que l'équilibre de la force positive-négative joue, en fait. Et surtout, la prise de conscience de la collectivité humaine. C'est pour ça qu'ils viennent choquer les humains avec leurs œuvres, que ce soit d'une façon positive ou négativement. Pourquoi? Pour les glisser dans leur camp, si vous voulez. Sirius comme Orion. Pourquoi? Pour utiliser leur énergie naturelle qui se propagent de notre forme énergétique, qui sont reliés au chakra. Et ils utilisent beaucoup cela, en fait. Les œuvres comme qu'importe quel film, ils ont tous une énergie, une information bloquée sous un certain système qu'on ne voit pas avec l'œil, mais qu'on peut le ressentir au fur et à mesure qu'on augmente notre moyen supérieur. Notre prise de conscience d'initiative, si vous voulez, d'essence. C'est ça en fait qui est important. L'initiative d'essence. Et oui, Oui, pardon. c'est justement, ouais, il y a vraiment plein de prototypes. Il y a les grilles, par exemple, les grilles, ils aiment beaucoup faire leur show. Ils aiment beaucoup se montrer. Pourquoi? Pour aussi activer des codes dans le cerveau, dans des codes de curiosité dans le cerveau humain. Mais à quelle polarité? À leur polarité, bien sûr. C'est ça. Et pourquoi ils le font? Pour conquérir l'être humain, pour le obséder. Par exemple, ça c'est très sensible en fait. Sur Internet, je vois beaucoup de personnes qui disent oui, les grilles sont. Enfin, ils mettent beaucoup les grilles, etc. Par exemple, il faut vraiment être sensible là-dessus. Parce que tout ce qu'on voit nous active des codes dans notre cerveau, dans les zones spatiales génétiques de nos ADN. Et ça crée ensuite des impressions, une combinaison d'impressions. Et ça peut aller jusqu'à être en contact avec eux. Et je le souhaite à personne d'être en On parle contact avec eux. souvent, beaucoup de personnes, quand ils parlent d'empire en fait, galactique, on entend souvent, ce qui revient le plus, c'est les dracos, les draconiens, les reptiliens, c'est surtout ça qui revient. Alors toi, c'est assez intéressant parce que tu as on va dire une théorie assez différente, on dit, enfin, assez différente, oui et non, c'est-à-dire que tu dis que celui qui est à la tête des forces, entre guillemets, involutives dans l'espace, ceux qui commandent en fait, parce qu'on sait très bien que Ashtar Sheran, et puis bien d'autres êtres galactiques font partie de l'alliance galactique qui relie énormément de systèmes évolutifs. Pour citer les Pléiades, les Lyriens, quelqu'un demandait tout à l'heure si c'était des animaux qui ressemblent à des félins, on appelle cela les Lyriens. Bon, il y a plein de races, et on sait très bien que de l'autre côté, il y a une autre balance, il y a des reptiliens, il y a les grilles, il y a Rétaculi, enfin bref, il y a d'autres trucs. Et toi, tu dis que celui qui a la tête de tout cela, c'est Lucifer. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est est-ce que Lucifer est une entité à part entière? Est-ce que dans le monde dans lequel il est, c'est une entité à part entière? Est-ce que tu penses qu'il est un petit peu, si c'est une entité, à quoi il ressemblerait? Est-ce qu'il ressemble à ce qu'on nous a décrit de Lucifer? Bon, pas comme dans la série, mais plus comme dans les images, tu vois, des cornes, une queue, tu vois, l'espèce de diable. Qu'est-ce que tu penses qu'est Lucifer en tant que race galactique, si tu avais un petit peu à définir? Lucifer, c'est le leader des reptiliens. Et ils sont tous d'origine à la base d'Andromède. Avant de venir ici, tout allait bien. Et une fois qu'ils sont venus sur la Terre, noyau, tout a changé. Et c'est la première fois que il y a eu une inversion de polarité dans la conscience sur la Terre, noyau. Et c'est là où le mal est né, à ce moment-là. Et puis, ils ont beaucoup d'ambition. Et cette ambition, on le constate encore aujourd'hui, de contrôler tout le monde et d'asservir tout le monde en quelque sorte. Mais ils veulent pas ça seulement, ils veulent juste détruire ou bien décimer une grande partie de la population mondiale pour laisser seulement les esclaves qui seront des zombies et sous l'asservissement des reptiles.
Et ainsi, ils veulent transformer le champ magnétique de la Terre noyau en nebulus nobulus magnetoslum, c'est-à-dire en champ magnétique nébula, qui correspond à la planète noyau de la nébuleuse d'Orion, que l'on prénomme aussi Oxyphéra, qui est une jumelle infernale de la Terre noyau. C'est pourquoi justement notre planète, qui est une coordonnée stratégique régulateur, qui est très important pour donner une direction à l'existence active et surtout aux autres terres noyaux qui sont dans les univers parallèles, qui sont dans d'autres unions mini-atomiques noyaux, qu'importe, et qui, c'est justement, il joue un rôle fondamental. Parce qu'il n'y a pas seulement un Lucifer ici, il y a aussi des Lucifers dans les autres terres noyaux, qui sont proches aussi de la galaxie, enfin de la Terre, de leur terre noyau à eux là-bas. Mais ça, c'est un sujet vraiment qui Ouais, on en reparlera, les- mais si on peut dire peut-être un mot, c'est que finalement, de ce que tu dis, en fait, les forces, on va dire reptiliennes, draconiennes contre l'Alliance galactique, mais finalement, je sais qu'il y a eu, hein, d'ailleurs, il y a un livre qui est très intéressant sur les batailles, la bataille de Sirius d'Orion, toute une guerre qu'il y a eu pendant des années, mais vraiment une guerre spatiale, hein. Mais on s'aperçoit donc, tu me dis que les forces involutives veulent contrôler la Terre et l'Alliance, au contraire, elle est là pour l'aider. Donc en fait, c'est à l'humain un petit peu, nous sur Terre, un jeu d'équilibre. Mais pourquoi les draconiens n'attaquent pas directement, si tu veux, l'Alliance galactique de plein fouet pour essayer de les détruire? Ben, tout simplement, il y a une alliance. Et c'est un petit peu comme les diplomates, si vous voulez, sur Terre. Et la diplomatie, c'est-à-dire dès qu'il y a une crise, ils essaient de résoudre avec une certaine diplomatie, etc. Et Orion a un temps qui lui a été accordé. Et ce temps, c'est la période de la moisson principale, c'est-à-dire lorsque notre Terre noyau, de son énergie noyau, si vous voulez, d'évolution, qui appartient à sa conscience, commencera à de plus en plus se propager à travers toutes les couches internes et externes de la Terre noyau, c'est-à-dire lorsque viendra le mouvement de ce qu'on appelle Sextilian Period K, les périodes de la calamité. Là, justement, euh, pour, ça sera quelque chose de très important. Pourquoi? Parce que, comme disait dans la Bible, enfin, des enseignements christiques, ce jour-là de la moisson, il y aura un qui sera pris du champ, l'autre qui sera laissé. Vaudrait mieux être de ceux qui sont laissés sur terre et non de ceux qui sont emmenés. Pourquoi? Parce qu'il lui dit aussi, bénis soient les faibles, les humbles, car le monde leur appartiendra. Et c'est ces consciences-là qui ont un rôle énorme déjà sur eux-mêmes, une grande responsabilité sur leur propre programme, de leur propre évolution noyau. Ensuite, ils ont un programme enfin, une responsabilité sur la collectivité humaine aussi. Et si on forme une union véritablement qui correspond aux critères d'origine fondamentale de la hiérarchie divine, là alors, à ce moment-là, ils pourront mettre en œuvre des implications, des systèmes d'intervention au plan rapproché. Ils peuvent avoir le feu vert. Mais pourquoi l'humanité a peur de ces êtres-là? Par leur manque d'information. Et c'est pourquoi justement, moi et notre équipe, on a propagé beaucoup de bannières, de vidéos, de leçons, des programmes que j'ai traduits depuis 2000, bon, j'ai publié en 2016 les premiers, mais je commençais déjà à traduire en 2010. Je m'entraînais. C'est quelque chose, voilà, c'est une volonté comme ça. Pourquoi? Parce que il y a une volonté céleste et une volonté divine qui souhaite être instaurée sur la terre noyau. Et lorsque on vit des choses qui passent enfin,
des impressions qui dépassent le monde ordinaire. Même que dans certains, il y a certains vécus qui se réalisent beaucoup lors du sommeil, en fait. Et lorsque on a été témoin de beaucoup de choses, bien évidemment, en fait, dans notre cœur, on a une volonté, c'est aussi de servir, de dire, de annoncer à l'humanité, regardez, je me suis formé là-dessus, j'ai eu quelques concepts et ça m'a activé les codes de curiosité qui ont activé les codes de la mise en contact avec le plan d'origine fondamentale et ça m'a permis de être, si vous voulez, de pouvoir révéler l'identité missionnaire sur la Terre Noire. Pourquoi? Pour justement servir l'humanité. Pas seulement l'humanité, les minéraux, les végétaux, les animaux eux aussi, enfin, lorsque je m'assois ici, par exemple, c'est formé de molécules, c'est très bien, mais notre énergie aussi est bloquée là-dedans. Ça, c'est important, en fait. Là, il y a beaucoup de choses à dire. En d'autres termes, là-haut, les êtres galactiques souhaitent que, suivant votre libre arbitre, suivant votre libre décision, sans être interféré par personne en dehors de vous, que vous rejoigniez une prise de conscience mission-action qui correspond à la procédure missionnelle de Sirius. C'est pourquoi on dit que les êtres starseed, les Walking, qu'importe comment on les appelle, nous on les appelle les humains macrocosmiques ou les humains à essence galactique ou bien même les consciences missionnaires. Ce sont les terre pour être les yeux de la Confédération galactique, les oreilles de la Confédération galactique, les bras et les jambes de la Confédération galactique. Dans le cycle religieux, il est dit, plus mon serviteur fait des prières en plus moi je deviendrai ses bras, ses mains, ses jambes. Vous voyez que lorsqu'on énonce le concept technologique par rapport à cette parabole-là, c'est quelque chose de plus lourd en fait, plus concret. Puis après, c'est entre chaque être humain et son plan d'origine fondamentale ce qui se passe. On est tous complémentaires dans notre devoir, dans notre responsabilité. Je veux dire, si une conscience est spirituelle, sachez que même là-dedans, comment dire ça, bah, on se complète. Qu'elle soit religieuse, on se complète. Qu'elle soit philosophique, on se complète. Il n'y a pas de supériorité, d'infériorité. Absolument pas. Parce que sinon, c'est comme dire le cerveau est supérieur, alors on enlève les organes. Est-ce que le corps pourrait vivre encore? Non. Ou si on se disait, OK, les organes sont supérieurs, on enlève les cellules. Est-ce que l'organe qui est constitué des cellules pourrait encore exercer ses fonctions? Non. C'est à peu près ça. Merci. Alors, Caradine demande, les galactiques sont-ils mortels comme nous ou ont-ils accédé à l'immortalité? Pour la hiérarchie divine, les codes génétiques de l'immortalité, c'est une impression naturelle. Évidemment que pourquoi l'immortalité est requise, en fait, tout simplement pour augmenter son expertise sans être coupé par le cycle de la naissance et de la mort, sans recommencer tout le temps. Et par exemple, les peuples d'Agartha, eux, qui sont des êtres humains à essence galactique, ils peuvent vivre pendant très longtemps avec leur propre volonté et puis ensuite changer de forme suivant leurs besoins. Ils ne sont pas attachés comme nous à une loi déterministique, c'est-à-dire vous êtes né, vous mourrez. Non. Et puis, justement, l'union des experts généticiens de Sirius a un projet d'immortalité, mais pas celle que vous entendez dans les médias. C'est-à-dire que oui, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour si. Non. Ils veulent activer les codes génétiques de l'immortalité.
On a aussi les codes génétiques de la mortalité. N'oubliez pas. Je veux dire, la mort dont on s'échappe est même codée dans notre bioordinateur. Et il y a aussi, à l'inverse, l'immortalité. Et ça, c'est encore un autre programme, parce qu'il faudrait parler de tous des listes d'ADN. Il faudrait encore parler de comment on pourrait mériter cela, par quelle intention. C'est vraiment un vaste programme. Mais évidemment, le peuple d'Agartha, d'Anzanta sont immortels pour nous, à notre vision, mais pour eux, ils sont aussi immortels, mais ça n'existe pas en fait le concept d'immortalité, de mortalité. Chez les galactiques, ça n'existe pas. Alors, Sylvie, de poser une question sur les 144 000. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ce sont des consciences missionnaires, très importants, qui ont un rôle à jouer. C'est-à-dire, normalement, chacun doit ressentir la raison pour laquelle il est venu sur Terre. Il y en a, par exemple, ils vont regarder des livres, ils vont activer des codes. Il y en a qui vont regarder des films, ils vont activer des codes. Pourquoi? Pour rejoindre cet état d'origine fondamentale de leur conscience. Et les 144 000 consciences qui ont été prophétisées, qui sont, ce sont eux qui doivent former la fondation de la réalité de l'humanité universelle. Ce ne sont pas des apocalypteurs, ces 144 000, non, ou des apocalyptes. Ça, c'est encore un autre concept. Mais ceux qui doivent effectuer, concevoir la fondation de la réalité de l'humanité universelle, qui est unifiée, ce sont les 144. Et ils doivent trouver le moyen de se compléter. Alors, Nuganman posait une question. Il demandait en fait quel est le rôle de la Terre par rapport dans la galaxie. Quel est son rôle principal? Son rôle principal, chers amis, c'est qu'il devient un membre actif qui a été créé, c'est-à-dire en tant que prototype d'essence, enfin dynamique de création d'essence officialisé par la Confédération galactique et qui soit, si vous voulez, le membre pionnier même de la Confédération galactique. Et il joue un rôle fondamental aussi. Pourquoi? Parce que c'est là où toutes les consciences galactiques ensemencent leur potentiel de conscience. C'est-à-dire, ils ont dans l'univers noyau, dans cet univers noyau. Et même dans dans l'univers noyau. Et même aussi, y compris dans les univers parallèles, tous souhaitent mobiliser leur gène d'essence, c'est-à-dire leur leur potentiel de conscience micro au sein de cette Terre, de cette planète Terre noyau. Pourquoi? Parce que c'est justement le foyer féminin, c'est-à-dire la Terre noyau a le caractère le plus féminin parmi toutes les planètes du système solaire. Et elle est procréatrice. Et elle est aussi, c'est là où justement, on appelle ça créatrice, procréatrice, et et qu'on appelle ça encore féminine. C'est pourquoi elle joue un rôle majeur pour la matrice. Et puis, oui. Est-ce que tu pourrais nous citer les 3 races galactiques les plus évoluées à ta connaissance actuellement? Bien sûr, enfin, les 3 races, au sein de l'enseignement d'Axoera, il n'y a pas la notion de race. Oui, non, mais Il y a seulement la notion les de êtres, moi je dis conscience. les races parce qu'on dit race Il y galactique. a Les êtres galactiques qui, pour toi, actuellement, qui sont actuellement vraiment les plus évolués, ou si tu en as 5, tu en as 5 dans l'ordre. Ben, on a déjà les Andromédanes, Sapléanes, et puis à côté de cela, c'est tout. Il y a aussi, par exemple, ceux qui vivent à Ilona, qui vivent à Altona, dans les planètes énergétiques.
mais ils sont tous à Andromède, ce sont tous des Andromédanes. Si vous voulez, pourquoi dans le concept de la sagesse d'Axoramatou, Andromède, Safé et 3 sont vraiment énoncés? Parce que ce sont les leaders des galaxies dorées et des galaxies calmes de l'univers noyau. C'est pourquoi on ne donne pas, Axoramatou ne donnait pas beaucoup de noms, même que ce soit pour les êtres galactiques. Il y appelait par exemple travailleurs de Célus. Ou bien être, enfin, ce genre de choses. Les Khamon, les sanctifères, les Dorchidés. C'est ce que nous disait. Les Khamon, ce sont des consciences leaders cités dans le registre religieux comme les Pachas du paradis. Les leaders, enfin les Pachas du paradis. Les Dorchidés, eux, ils sont cités comme les anges dorés, mais qui sont beaucoup plus autoritaires, disciplinaires. Je dis, si vous rencontrez un Dorchedé, vous aurez, si votre niveau de prise de conscience est humain, je pense que vous aurez peur. Et les sanctifères, eux, ce sont justement des sucres, enfin, comment on appelle ça? Des êtres vraiment très ouverts à la grâce divine. Ce sont vraiment des cristaux qui propagent leur grâce, leur bienveillance, leur sérénité. Ils ont la fonction justement de veiller sur tous les prototypes évolutifs, que ce soit des minéraux, des végétaux, des animaux, des humanoïdes sur la Terre, sous la direction du peuple suprême de Saturne. Parce qu'on parle souvent, si tu veux, des Pléiadiens, des Aviens bleus. Et, enfin, oui, les Arcturus, Pléiadiens. Moi, comment dire ça? Je regarde toujours les choses objectivement. Je ne m'attarde pas sur les identités. C'est vrai, ouais. Mais c'est vrai. On les désigne souvent comme ça parce que c'est vrai que l'être Mais en humain fait, actuellement a ils sont besoin d'un de mettre un pseudo. nom, si tu veux, sur même les, on va dire, sur les, je veux dire, on parlait des Lyriens, les Acturiens, Oui, voilà, oui, les les Illyriens, Andromédiens, Arthuriens. Vénusiens, etc. Est-ce que tu penses que donc dans le système solaire tel qu'on le connaît à peu près proche de la Terre, d'après toi, quelles sont les planètes où il y a une vie galactique? Là, des planètes qu'on nous a appris à l'école, on va dire bien sûr, si on part après sur Andromède, machin, mais dans le système solaire, les planètes qui sont, d'après toi, habitées actuellement. Par exemple, euh, la planète Mars, qui est juste notre voisine d'à côté, oui, il y a une colonie de vie qui est exactement, qui ressemble beaucoup à celle d'Alerta. Et la planète Mars, ça a été toujours, c'est un milieu mystique qui correspond justement aux impressions de conscience mystique spirituelle. Tandis que à Vénus, il y a des colonies de vie énergétique qui ressemblent exactement au peuple d'Atlantas qui sont sous-marins. Et eux, ils sont beaucoup plus artistiques, ils sont beaucoup plus proches d'Altona. Et la Terre noyau, elle est beaucoup plus scientifique. Si vous avez remarqué, ici, c'est le foyer, le centre même de l'évolution. Et on va parler même beaucoup plus loin de l'évolution accélérée. Ouais. Et il correspond à Iphédia. Parce qu'on parle beaucoup, on parle beaucoup de l'intraterre aussi. Oui, justement, je parle de l'intraterre, en fait. Ce sont des dimensions que l'on peut pas, par exemple, si on creuse en dessous de l'Himalaya, on va pas trouver enfin, comment dire ça, les êtres humains d'Agartha. Déjà, c'est très profond, mais aussi, ils ne sont pas constitués à la dimension 3D, enfin, de la même dimension que nous, en fait. Eux, ils sont mi-énergétiques, mi-physiques. Mais c'est encore autre chose. Et leur venue, leur révélation de sous terre, elle sera, si on pourrait le voir un jour, je ne sais pas, mais après la période de la calamité. Eux aussi ils sont attendus parce que
il joue aussi un rôle très, très sensible sur l'équilibre de la Terre noyau. Ouais, pour le moment, je peux dire ça. Laurence demande, Laurence demande si les galactiques ont-ils des relations sexuelles ou intimes entre eux? De la galaxie, de la Voie lactée, qui ont des formes humaines comme nous. Agartha aussi, oui, mais pas à Andromède ni à Sapé. Voilà, c'est ce que je peux dire. Bon, finalement, pour ceux qui auraient peur de louper une sexualité sur Terre, vous inquiétez pas, il y Mon aura toujours une autre Dieu. possibilité sur Andromède. Voilà. Ouais. Mon Dieu, mon Dieu. Marina demande, est-ce que les intraterrestres nous protègent? Parce que Ah oui. moi, c'est très intéressant ce que tu as dit sur le fait que même si on creusait très profondément, bien que sous le mont Bucci en Roumanie, on a trouvé quand même plus ou moins des bases extraterrestres. On parle aussi, là, pour les endroits, pour les cités, sous le Sphinx d'Égypte. On parle également de l'Antarctique. Il y a plusieurs endroits également, le désert de Gobi, où il y aurait sous le désert de Gobi apparemment un peuple intraterrestre qui aurait quand même 60 000 ans d'avance sur nous, où il y aurait même, de ce que j'ai lu, un roi qui a une telle connaissance de l'humanité qu'il peut se connecter à n'importe qui sur Terre. Il arrive à se connecter à n'importe qui sur Terre s'il le désirait. Donc il y a vraiment, on s'aperçoit. Alors, comme tu dis, est-ce que véritablement, si on plongeait, parce qu'on sait très bien qu'à une époque, il y avait des tunnels qui amenaient justement à l'intraterre, le mont Bucci, il y avait également du côté du Sphinx d'Égypte, on nous parle également de grandes pyramides, notamment qu'il y a eu plusieurs pendant la Seconde Guerre mondiale, quand les Américains décollaient de Chine et qu'ils allaient bombarder le Japon. Deux pilotes, un capitaine et un colonel, sont passés au-dessus d'une pyramide. Ils disaient qu'elle faisait 3 fois la taille de celle de Gizeh, mais après la guerre, on a voulu faire des explorations, on ne les a jamais trouvées. Et en Chine, il y a beaucoup de choses qui sont cachées comme ça. Même, je connaissais quelqu'un qui m'avait dit qu'il est allé au Tibet, je ne sais pas où, il est arrivé dans une zone, s'est entouré de militaires chinois qui l'empêchaient de passer, lui disant qu'il n'avait pas le droit d'y aller, alors qu'il disait que d'un point de vue géographique, il n'y avait rien à cet endroit-là. Donc, est-ce que tu penses qu'il y a quand même des passages qui pourraient amener comme ça dans l'intraterre, mais comme tu dis, en même temps, est-ce que notre vibration actuelle nous permettrait de pouvoir descendre profondément et de voir de nos propres yeux? Non, tout simplement parce que eux, ils vivent au minimum en étant en réaction avec le facteur temporel hélicoïdal du feu vibratoire doré ou calme. Et nous, on n'a pas accès à ça, ça au moment. Et ça sera uniquement lors de la modification, transformation du champ magnétique de la Terre noyau que l'on pourrait voir ça. Et oui, il y a eu beaucoup de civilisations. Si vous voulez, tout ce que moi je vous explique, c'est pas fait en une journée. Par exemple, la dégénérescence d'Atlantide, absolument pas. Ça a été vraiment fait sur une grande période. Et si vous voulez aussi l'après, le post, la période post-Atlantide, pareil. Ça a été l'humanité qui a perdu si vous voulez, les 12 hélices d'ADN qui est devenu mortel, on va dire ça comme ça, et qui est devenu mutant. Ça a été fait sur de nombreux siècles. Je ne peux pas avoir la date exacte parce que c'est vraiment comment ça correspond à l'échelle graphique temporelle alpha. Est-ce que tu penses, Yoshua, que d'ici 50 ans, je vais prendre un peu plus large, tu penses qu'il y aura véritablement, l'être humain aura un vrai contact avec les galactiques? C'est-à-dire qu'on nous dévoilera véritablement l'existence galactique sur la Terre, et tu penses qu'il y aura véritablement ça a bloqué à ce niveau-là? Anatole. Ah si, moi je t'entends. Anatole. Bah oui, moi je t'entends. Tu m'entends pas? Ou... C'est toi qui as bloqué, oui, c'est toi. Non, c'est toi qui as bugué, je crois, parce que moi je t'entends très bien. Alors, c'était quoi la question? La question, c'était, est-ce que tu penses que d'ici 50 ans,
l'être humain aura un contact avec les galactiques et qu'il y aura une grande divulgation d'ici là? C'est une question sensible. J'espère que oui, mais ça dépend de ce que nous, on fait sur Terre. Ça dépend vraiment de ce que nous, les êtres humains, qui ont une certaine prise de conscience galactique d'origine fondamentale, de ce que eux ils font pour servir la hiérarchie divine, pour que eux ils puissent avoir aussi le feu vert pour venir directement. Je pense, enfin je ressens plutôt que je sais pas si c'est dans 50 ans, parce qu'on donne plus de date alpha, mais en espérant de mon vivant, on pourrait voir ça. Mais je ne suis pas garanti parce que il y a beaucoup, beaucoup de paramètres, surtout quand on parle de lignes temporelles. Là, c'est vraiment un chaos parce qu'il y a des lignes temporelles qui sont figées, il y en a qui sont allongées. Enfin, c'est vraiment très critique en fait, très critique et sensible. Mais j'ai quand même espoir. C'est pourquoi justement on essaie, même toi, tu essaies d'éclairer l'humanité, tu donnes des autres saveurs, tu fais découvrir des saveurs différentes de savoir, de concepts à l'humanité avec tes activités. Pareil de mon côté aussi. On essaie tous de grandir ensemble. Il ne faut pas s'attendre qu'ils vont venir avec un vaisseau, ils vont prendre sans que vous, sur Terre, vous n'avez rien fait pour ça. Ils regardent, il y a des critères à respecter. Et par exemple, les critères de la mise en contact, ça ne se fait pas non plus uniquement parce que comment dire ça, on est curieux. Il doit avoir plus que ça, il faut ressentir plus que ça. C'est vraiment vaste comme sujet. Parce que si on prend en compte le nombre de personnes, par exemple, imagine, Anatole, moi, on est dans un vaisseau. On se dit que oui, on va éveiller les codes de curiosité de telle personne qui se trouve dans tel champ magnétique, de telle coordonnée terrestre. On s'approche, cette personne, on se montre, cette personne nous regarde, et puis après on disparaît. Ça, c'est le premier pas. Et là, c'est ce qui est important, c'est celui qui a vu, qui nous a vus. Qu'est-ce qu'il va faire après? Est-ce qu'il va le laisser tomber? Chose qui arrive fréquemment. Ou est-ce qu'il va vraiment creuser pour, comment dire ça, pour trouver, pour décortiquer cette vérité-là? Parce que les êtres galactiques, n'oubliez pas, ce ne sont pas des êtres qui sont séparés de nous. Ce sont nos semblables, sauf qu'ils n'ont pas de forme humaine. Et ils attendent que nous, on rejoigne leur fréquence, leur concept, on appelle ça leur niveau de cognition d'origine fondamentale pour qu'on puisse ensemble travailler, c'est-à-dire en coopérer. Et ils tournent, les humains, certains sont impressionnés, certains ne le sont plus. Alors moi, ça m'arrive, hein. Je veux dire, je vois un disque, la personne à côté de moi voit, mais après, au bout de 2 heures, c'est fini. Tandis que moi, ça m'a percuté. Il y a aussi des gens. C'est comme ça, il faut rester très véridique, en fait, et sincère dans cette démarche. Si on veut servir le ciel, alors qu'est-ce qu'on est prêt à, disons, comment dire ça? Qu'est-ce qu'on est prêt à leur offrir en quelque sorte? Offrir, c'est-à-dire de notre temps, de notre énergie, de notre volonté de servir le ciel et l'humanité. Tout ça, pourquoi? Pour quel intérêt? Il doit avoir aucun intérêt. Seulement la prise de conscience missionnaire de Soyuz. Ouais. Est-ce que tu penses que, en tous les cas, sache une chose, Yoshua, c'est que si jamais un jour tu as un vaisseau à ta disposition, moi je monte avec toi
et tous les deux, on va explorer d'autres planètes. Si tu veux, pour essayer de faire un peu plus crédible au niveau des galactiques, toi, tu mettras un masque de Mickey et moi, je mettrai la tête de Donald, comme ça. Non, mais non. Ils se diront, c'est qui ces deux-là? Et puis, on fera Là, il t'envoie pas sur Terre, il t'envoie dans un trou noir. Non, je rigole. C'est un peu de plaisanterie, mais oui, des vaisseaux d'excursion existent. Si vous voulez, l'infini, enfin, la non-existence absolue est tellement vaste que même les êtres galactiques doivent faire des excursions pour explorer, que ce soit de Sirius ou d'Orion. Vous voyez, c'est pas immobile en fait. C'est très, très réactif et actif là-haut. Par exemple, pour eux, dans leur perception à eux, pour nous, sur Terre, on vit au ralenti. Eux, ils vivent vraiment à une vitesse fulgurante. C'était Jean-Charles justement qui demandait, il disait, mettons qu'on pourrait demain aller sur une planète galactique, loin de la Terre. Est-ce que tu penses qu'en tant qu'humain, on aurait des manques? Est-ce que tu penses que la Terre nous manquerait ou alors on pourrait être complètement heureux aujourd'hui pour une personne vraiment qui s'intéresse à tout cela, qui adore tout cela, pas une personne athée ou réfractaire à cela, mais une personne qui, comme nous tous là ce soir, voilà, c'est quelque chose qu'on adorerait. Est-ce que tu penses que la Terre nous manquerait dans C'est un certains petit domaines? peu comme la question des personnes qui décèdent, enfin, qui se désincarnent et qui veulent vivre encore sur Terre. Ça ressemble à peu près à ça. Mais pour répondre, ils vont créer justement ils vont vous prendre peut-être dans un milieu de simulation pour que vous puissiez vivre ce que vous avez besoin pour être réhabilité. Ensuite, pour passer à autre chose. Ils le font fréquemment. Après, ça dépend du niveau de prise de conscience. C'est-à-dire si c'est avec la prise de conscience micro, oui, la Terre, votre noyau manquera, mais à l'état de prise de conscience macro, absolument pas. C'est un milieu missionnel, point. Un milieu expérientiel, évolutionnel, missionnel, c'est tout. Et aussi de création pour la dynamique de création d'essence. Si vous voulez, les galactiques là, qui donnent des messages aussi à certains humains, ils ont tous la volonté de s'auto-créer à travers leur gène conscience. C'est-à-dire, par exemple, en l'occurrence là, nous. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas abaisser leur vibration trop longtemps. Mais nous, on est déjà, si vous voulez, la fondation de cette création céleste. C'est pourquoi l'être humain, même alpha, est très sacré. Oui? Est-ce que vous avez d'autres questions? Ouais. Ah, un troll, ça faisait longtemps. Hop, bloqué. Merci d'être passé. Voilà. Hop, voilà. C'était un petit troll, mais il est reparti. Tu vois, il a fait comme les extraterrestres, lui. Il est arrivé, et hop, il est reparti. Ça n'a pas duré longtemps. Voilà. Alors, Julien qui dit, bon, moi, je pige rien à ce qu'il dit. C'est super dur à comprendre, absolument pas. C'est simplement, c'est sûr, si tu viens de débarquer et que tu arrives, oui, des fois, ça peut être un peu compliqué. Ce que moi, je trouve très intéressant avec Yoshua, c'est qu'on n'est pas, c'est que tu associes, pardon, la spiritualité avec, justement, tout ce qui est galactique. Et c'est d'associer les deux. Bon, maintenant, c'est sûr, si vous êtes un ufologue et de la spiritualité, vous ne l'avez jamais entendu parler de ça et que vous débarquez là ce soir, je peux comprendre, un peu largué. Parce que à votre place, ça serait pareil. Alors, il y avait une question justement de Marina qui demandait quand notre corps physique meurt, est-ce qu'on repart d'où on vient parmi nos frères galactiques? Ça dépend de ce que vous avez fait sur Terre, de quelles actions vous avez, entre guillemets, exposé à à la hiérarchie divine. Sur Terre, c'est le risque en fait. On peut activer des codes tellement critiques qu'on peut vivre l'inversion de polarité.
Et là, c'est plus à votre plan que vous êtes attaché, mais à l'un des macros déchus de d'une coordonnée de mise en quarantaine, d'une coordonnée mise en quarantaine attachée à votre fréquence vibratoire. Ça peut arriver et ça arrive beaucoup. C'est pourquoi justement il faut garder le cœur léger en fait. Mais est-ce que c'est garanti qu'on rejoint nos frères galactiques ou pas? Moi, je peux pas répondre à ça. C'est seulement les commissions, enfin la hiérarchie divine qui peut vous donner ce genre de réponse. Alors Delphine te demande, peut-on vivre dans 2 ou plusieurs réalités d'univers différents? Ça a bloqué. Peut-on vivre dans plusieurs réalités? C'est bien ça? C'est ça. Elle demande, est-ce qu'on peut vivre dans plusieurs, par exemple, est-ce que mon âme peut aussi bien actuellement être un galactique que moi sur Terre, que une autre forme de vie, je pense, qui vit actuellement au Moyen-Âge, comme une autre qui vit en 3646, tu vois, c'est ça en fait. Parce qu'on parle de plus en plus de multidimensionnalité, de multivers. Et d'ailleurs, pour en revenir, il y a des séries qui s'y mettent à en parler, qui sont très intéressantes d'ailleurs Oui. sur le sujet. Et justement, quel est ton avis là-dessus? Les possibilités sont infinies parce que le milieu, si vous voulez, la couche qui compose la vie, enfin les dimensions de vie galactique est aussi infinie. Et puis vraiment, je veux dire, que ce soit en simulation, c'est possible. Mais maintenant, la question, elle est très stratégique en fait. Seulement, je vais vous répondre une chose. Si vous atteignez la prise de conscience super macro, ou bien même macro, parce qu'on va descendre un petit peu plus bas, macro, et que vous êtes pleinement conscient d'être une conscience galactique qui est attachée, enfin, qui a ensemencé dans plusieurs autres terres noyaux leurs gènes, qui vivent là-bas des expériences, oui. Mais ça sera, comment dire, comme un souvenir. Mais c'est pas très, comment dire, pour vous expliquer ça, le transcrire, c'est assez difficile. Mais vous vous en souvenez de tout comme si vous avez vécu, mais ça reste un souvenir. Ça, c'est par exemple lorsqu'une personne rejoint, enfin, se désincarne et qui rejoint son essence galactique. Mais par contre, et est-ce qu'on peut être en même temps en réaction avec plusieurs types de temps alpha selon le besoin et l'exigence du programme de l'évolution noyau? Et si vous avez activé vos codes de super voyageur, il y a possibilité, oui, mais c'est très infime. Pourquoi? Parce que on est encore à peine dans le cycle de l'évolution de notre programme d'essence alpha bêta, pas pleinement bêta. C'est ma réponse. Très bien, merci beaucoup, Yoshua. Toi-même, est-ce que tu as déjà eu une connexion, je ne sais pas, par hypnose ou par canalisation ou autre, avec des galactiques? Non, jamais? Non, non. Enfin, non, non, pas par hypnose. Mais Pas par hypnose, pas par. Enfin, si, lorsque il m'est arrivé aussi de recevoir des messages aussi. Mais c'était des caractères beaucoup plus technologiques. Par exemple, du conseil de Soyuz ou bien la commission du conseil de Vega ou bien d'autres dimensions encore. très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Yoshua, pour toutes ces réponses, en tous les cas, sur les Moi aussi, galactiques. je vous remercie. Merci J'espère beaucoup que- à tous pour votre présence, qui Et est fondamentale. et ouais, mais j'espère que ça aura répondu. Qu'est-ce que tu aurais à dire un peu pour finir sur le sujet, Yoshua? On peut être tous différents, certes. On peut avoir tous des chemins différents. Mais chaque chemin que l'on rencontre n'est pas un chemin vraiment différent de vous. C'est un chemin qui complète votre voie, votre quête. Et moi, je peux conseiller, par exemple, j'ai fait
sur la chaîne de Kania. J'ai fait pas mal de vidéos, on a fait pas mal de conférences ensemble. Et je vous conseillerais de les regarder, de les étudier, de les approfondir, parce que c'est pas moi qui est important, c'est le savoir en lui-même. C'est ça qui va vous activer les codes qui sont d'origine fondamentale et qui va vous faire rapprocher à votre essence galactique. Ensuite, vous allez vivre une métamorphose universelle et vous allez avoir une perception beaucoup plus universelle afin de devenir les jambes, les pieds, les yeux de la Confédération galactique, que l'on appelle aussi le Comité de l'Union des bases technologiques. C'est ça en fait. Je peux juste vous conseiller ça. Et gardez votre cœur serein et puis votre esprit léger. La vie déjà en elle-même, la densité dans laquelle on vit, elle est assez lourde et que au fur et à mesure, plus l'obscurité grandira, plus la lumière aussi grandira. Mais c'est vraiment, ça se dissocie en fait. Et je souhaite à tous de rester dans le côté de la lumière avec votre programme de conscience noyé, en conformité à votre essence divine qui est dans la dimension oméga. C'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté, d'avoir accordé votre temps précieux. Yoshua, j'aurais une dernière question de Silver, non, de Grégory, pardon, qui disait sortir de l'astral lors de la mort physique est-elle aussi compliquée pour les galactiques incarnés ici? Si vous voulez, lors de la mort, si j'ai bien compris. Oui, ou alors une sortie. Il demande, oui, sortir de l'astral lors de la mort physique est-elle aussi compliquée pour les galactiques incarnés qui s'incarnent ici? Il faut justement avoir un certain entraînement, beaucoup de volonté, et la raison et l'intention est très importante. Pourquoi faire une sortie astrale? Si c'est pour se balader dans la chambre, ok, ça c'est pour l'entraînement. Mais si c'est pour aller dans les imposiums en étant conscient, afin de recevoir des informations en temps réel pour les ramener ensuite sur la Terre noyau et enrichir le champ magnétique de la Terre noyau, ça c'est honorable. Ouais. En d'autres termes, il faut s'entraîner et après il y a certains mantras, ça aussi, mais bien entendu ça c'est uniquement réservé à un certain autre programme. Ouais. Très bien. Un grand merci, Yoshua. Merci à vous tous. Moi aussi, je vous remercie beaucoup et merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps précieux. Et puis, puissons, j'espère, se complémentarité, c'est bien ça, se compléter ensemble et qu'on puisse aussi servir la dimension oméga comme la dimension bêta, c'est-à-dire de l'alpha à l'oméga. Comprendra ce qui pourra. Très sincèrement, je vous remercie beaucoup. Vous pourrez retrouver, je vous annonce les conférences, vous pourrez retrouver donc demain soir Tigran, auteur de la trilogie Chaman et fondateur de la maison Mama Édition pour une conférence jeudi 19 mai à 20h30. Et vous pourrez retrouver Amélie en compagnie d'Élodie Moulin, l'univers d'Élo, pour une soirée questions-réponses vendredi 20 mai à 20h30. Voilà. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Je vous souhaite à tous une très belle nuit galactique, si je puis dire. Faites de beaux rêves. Et puis, écoutez, pour ma part, on se retrouvera la semaine prochaine. À très, très bientôt. Merci à vous tous. On vous embrasse. Merci à tous.